Bonjour Louis. Bonjour Liselotte, bonjour à tous, ravi de Alors, vous retrouver. vous n'avez pas vraiment été touché par le fait que notre ancien chef d'État aille en prison? Eh bien non, j'aurais pu commencer cette chronique par la condamnation de Nicolas Sarkozy, en effet, une décision jugée sévère et même historique pour un ancien président de la République. Mais inutile de défendre cet homme qui, à l'époque, a trahi son propre camp et ses propres convictions. Voilà tout le problème d'avoir une figure de la droite molle au pouvoir. La preuve avec cette archive d'il y a plus de 10 ans. On peut penser ce qu'on veut sur l'immigration, mais on ne peut pas oublier qu'il s'agit d'êtres humains. Personne ne peut l'oublier. Et je ne serai pas le président d'une famille politique qui oubliera ça. Monsieur Le Pen, ce n'est pas un détail. Monsieur Le Pen a parlé du détail. Madame Le Pen, fille, je vous le dis, ce n'est pas un détail, peu importe leur couleur de peau, peu importe la langue qu'ils parlent, peu importe l'endroit dont ils viennent. Ces enfants auraient pu être les nôtres, ces femmes, ces jeunes, ces personnes sont nos frères dans l'espèce humaine. Et si on oublie ça, on n'est pas dans une formation politique qui a mis l'humanisme au cœur de ses valeurs. Voilà, ça rend nostalgique évidemment tout ça. Et cette soi-disant droite n'a fait que se soumettre, bien sûr, à l'Union européenne, aux syndicats, aux dogmes de la gauche, comme le rappelle très bien Pascal Praud. Depuis 40 ans, vous n'avez que ce que vous méritez. La droite a été lamentable depuis 40 ans. Quand elle a été au pouvoir, elle n'a pas rétabli, elle s'est fait intoxiquer ou en tout cas influencer par les années Badinter. Elle n'a pas voulu être de droite. Et oui, ce camp-là s'est couché devant la gauche morale, pro-immigration, au point d'en devenir complice. Alors la compassion, très peu pour moi, surtout quand on voit cette fameuse gauche caviar continuer à donner le ton, comme l'actrice Marina Foïs sur RTL. Je ne comprends pas le problème empathique vis-à-vis du sort des migrants, surtout dans un pays comme la France où les Français sont tous très attachés à leur culture, à leur terre, à leur région. Évidemment, on sait que ça marche avec la peur et que pour répandre la peur, il faut parler de submersion migratoire qui n'est pas vrai. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à se projeter dans ces destins tragiques. Moi, je ne comprends pas la peur de l'autre, à moins d'être très très fragile sur qui on est, sur notre identité, sur ce qu'on a. Je n'ai pas peur de la différence et je n'ai pas peur de l'autre et je refuse ce discours-là. La France est un pays qui tient. Le français n'est pas menacé parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui a faim, qui a froid et qui a besoin d'un travail. Par ailleurs, je crois qu'on manque de main-d'œuvre. L'intégration culturelle, moi je m'en fous que les gens pratiquent leur religion et ne mangent pas la même chose que moi. Mais l'intégration, le fait de travailler pour le pays et tout ça, c'est localement, quand on s'intéresse à comment ça marche localement, ça marche. Une famille syrienne qui s'installe dans un village, elle fait marcher l'école, elle fait réouvrir la boulangerie, etc. Ça, c'est une réalité dont on ne parle jamais. C'est possible, en fait. Et ce mépris, on le retrouve aujourd'hui à l'extrême centre, là où l'identité française ne vaut quasiment plus rien, où la France est tournée en dérision, parfois même détestée. Illustration avec Jahad Zahab, nouveau secrétaire national du parti d'Emmanuel Macron. Une partie de la population française, sans doute la majorité, qui pense que nous sommes submergés. Je crois qu'il n'y a pas de submersion migratoire en France. Si les gens le ressentent, alors il faut adresser ce sentiment. Pour autant, il ne faut pas non plus aller dans le sens de ce discours qui fait de l'immigration, comme à chaque fois d'ailleurs, le bouc émissaire. L'édition actuelle, ce ne sera pas le cas. Je veux juste dire un mot sur le terme d'identité nationale. Parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent et je n'aimerais pas qu'ils se sentent exclus de la communauté citoyenne. L'identité nationale, ça n'existe pas. L'identité française, ça n'existe pas. Il y a en France 67 millions d'identités qui sont fiers. Et c'est heureux que dans notre pays, il y ait des gens qui viennent d'ici et d'ailleurs. Oui, on le voit bien, outre les politiques, l'énergie des journalistes à diaboliser la France et ceux qui la défendent n'est pas sans conséquence. Il y a quelques semaines, un rassemblement avait lieu à Paris pour rendre hommage à Charlie Kirk, assassiné récemment. Le média quotidien en a profité pour harceler Damien Rieu, qui ne s'est pas démonté. Il y a certaines personnes qui vous comparent à Charlie Kirk. Pourquoi cette comparaison ? Vous avez d'ailleurs demandé une protection policière. Est-ce que vous avez une réponse à cela ? Bah oui, c'est à cause de vous. À cause de nous ? Bah oui, de vos mensonges. Pourquoi à cause de nous ? Parce que vous nous faites passer pour des monstres. Donc après, il y a des gens qui vous croient. Et donc il y a des gens qui nous tuent. Parce qu'ils pensent faire le bien. Charlie Kirk était très offensif envers la gauche radicale. C'est qui la gauche radicale en France aujourd'hui ? C'est vous ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est vous. Vous reconnaissez pas ? Et ces attaques sont d'autant plus scandaleuses qu'elles sont financées avec notre argent, bien sûr. La semaine dernière, on parlait déjà du service public en quasi-faillite. Philippe de Villiers posait la question : pourquoi les entreprises tendance socialistes gèrent-elles si mal leur propre argent ? L'entreprise socialiste vous fait les poches pour remplir les siennes.
en appliquant le principe défini par Saint-Aignan, un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. Deuxièmement, une entreprise socialiste, c'est une entreprise qui tient un discours anti-privilège, qui verse des larmes sur les pauvres et qui se verse des salaires de nabab. Vous les avez évoqués, 4 millions de taxis, 3 millions de petits fours, des voitures de fonction dans tous les sens et des hôtels de luxe pour les syndicats. Quand on dit qu'on peut faire des économies, monsieur Lecornu, là vous avez une poire pour la soif. Et sur RMC, l'avocat Charles Consigny détaillait ces dépenses inutiles et surtout très nuisibles. Vous avez par exemple les frais de réception qui se sont élevés à 46 millions d'euros en 2024, ce qui vous fait quand même 126 000 euros par jour. Il faut quand même en faire des cocktails pour arriver à 126 000 euros par jour. Combien d'écoles tu pourrais aider à qui on fournit même plus le papier, etc. Moi, si j'étais le zélé parquet financier, j'irais regarder quand même ce qu'il y a dans ces 126 000 euros par jour, parce qu'à moins de manger du foie gras tous les jours, et pour beaucoup de monde, ça me paraît élevé. C'est souvent comme ça dans les bastions de la gauche, qui, en plus de faire de l'idéologie avec l'argent des Français, en réalité, qu'est-ce qu'il y a dans son esprit? C'est qu'elle se dit qu'elle fait de la rééducation idéologique avec l'argent de ceux qui en ont besoin. Et la journaliste Charlotte Dornelas enfonce le clou. Hypocrisie, gabegie et surtout taxis hors de prix pour le service public. Une cinquantaine de cadres, affectés pour l'essentiel sur les sites parisiens, bénéficient actuellement de voitures de fonction dont la valeur unitaire s'échelonne de 20 à 53 000 euros, sachant qu'à 20 000 euros, il y en a très peu. La plupart sont entre 30 et 40 000, j'ai été voir précisément. Voilà pour l'écologie assénée du matin au soir. Vous avez les cadres de France Télévisions qui vont de Paris à Paris, qui expliquent à tout le monde qu'il faut prendre le vélo, mais qui, eux, ont des voitures de fonction payées par ceux qui prennent le vélo pour obéir à France Télévisions, qu'ils regardent en masse. Et malgré ça, certains réclament encore plus de financement, comme l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, par exemple. Le vrai problème de l'audiovisuel public, et avec lequel je ne vais absolument pas être d'accord avec Charles Consigny, c'est que cet audiovisuel est sous-doté financièrement. Il faudrait plus d'argent. Et que, mais bien sûr. Et face à ces scandales, la présidente de France TV, Delphine Ernotte, répond quoi? CNews et extrême droite. C'est bien pratique. Ça fait 4 ans. D'accord ? Ça fait 4 ans que CNews tape sur le service public, matin, midi et soir. Ça fait 4 ans qu'on met des journalistes du service public à l'affiche sur CNews. Moi, je suis là aujourd'hui pour défendre le travail de cette maison France Télévisions, des journalistes. La diversité des opinions est représentée. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que tout le monde nous regarde. On n'exclut personne. Des Français qui votent pour le Rassemblement national, ils se retrouvent, vous dites, sur le service public dans ce qu'il leur est proposé. En tout cas, ils regardent le service public, oui. Voilà, un vrai talent, ces hauts responsables. Ne jamais répondre aux questions, fuir leurs responsabilités, leur incompétence ou bien les deux. Ça me rappelle certains communistes, obsédés par la taxation des riches, incapables de maîtriser leur sujet. On l'a encore entendu récemment sur RMC. Je rappelle que les dividendes sont imposés. Non mais très bien, mais quand vous savez de combien sont imposés les dividendes? Qu'on donne de l'argent aux Monsieur Desfontaines, de combien sont imposés les dividendes en France? Mais les dividendes sont trop peu taxés aujourd'hui. Non mais de combien alors? Mais c'est pas de ça que je vous parle, moi, monsieur. Bah si vous venez de parler des dividendes, de combien sont imposés les dividendes? Comment se fait-il aujourd'hui? Attendez, monsieur Desfontaines, répondez. Comment se fait-il très bien? Non, monsieur Desfontaines. Je vous ai posé une question avant. Non, ne fuyez pas, ne fuyez pas. Et ensuite on répondra. Non, ne fuyez pas, vous parlez des dividendes. Combien? Google. Non mais les dividendes. Le taux d'imposition des dividendes en France. Comment se fait-il? Je vous ai posé une question en premier, je vous répondrai. Non, mais moi je suis journaliste, je pose des questions. Moi je veux bien vous répondre, mais ma réponse n'a pas d'intérêt. Voilà, donc tous ces extraits posent une question. Que vaut l'intelligence de ceux qui nous gouvernent et surtout ceux qui nous informent? On nous avait vendu le génie Macron en 2017. Eh bien, résultat, pas très brillant, il faut bien le dire. Charlotte Dornelas le rappelle sur CNews. J'ai jamais été irradiée par la capacité de raisonnement d'Emmanuel Macron. Il est brillantissime sur la mémoire, on l'a vu pendant les grands débats, il retient un nombre infini de choses, il est capable de répondre du tac au tac à énormément de gens, et par ailleurs, nous on le regarde et on n'est pas capable de checker en direct tout ce qu'il est en train de dire, donc comme ça, en plus, c'est plus pratique. Mais dans les raisonnements, parfois, je trouve ça très faible. J'ai l'impression que c'est un peu vous savez, ça fait partie de ces rhétoriques obligatoires. Quand on veut expliquer qu'on est en désaccord sur tel point avec le président de la République, tout le monde a pris l'habitude de dire il est exceptionnellement intelligent, beaucoup plus que nous tous, mais... Et c'est une manière de faire passer la pilule, j'ai l'impression. Donc voilà, je ne dis pas qu'il ne l'est pas du tout.
Je dis juste qu'avec lui, on a pris l'habitude de dire qu'il était exceptionnellement intelligent. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et un autre journaliste, Paul Amar, cette fois, dénonce de son côté le manque d'empathie du président de la République. Il n'a aucune capacité d'empathie avec quiconque. Oui. Quiconque. Et d'ailleurs, il est le chef de l'État français. S'il manifestait la moindre empathie à l'égard de quelqu'un, il aurait dû être ici en France pour l'anniversaire de la mort de Philippine. Il aurait dû être à Paris-Dauphine, à l'université, pour saluer la mémoire de Philippine. Il aurait reçu les filles de Boilem-Sansal ? Il n'a pas répondu à leur lettre. Par exemple, il n'aurait pas traité de faits divers des actes d'une très grande violence commis par les OQTF. Pas un mot sur l'état de notre pays depuis quasiment 1 an, mais des discours et des discours et des discours et des voyages et des voyages et des voyages à n'en plus finir à travers le monde. C'est un président absent. C'est un président hors sol. C'est un président fantoche. Et le journaliste va même plus loin. Paul Amar rappelle en effet ces liens souvent dissimulés entre Macron et une banque bien connue. Monsieur Macron a obtenu la reconstruction de marchés au Liban, notamment la reconstruction du port, et l'a offerte à ses amis. Monsieur Macron a obtenu 60%, écoutez-moi bien, 60% de la reconstruction de la Syrie. C'est la raison pour laquelle Jolani, l'ancien terroriste devenu président, avait exigé d'être reçu par Macron. C'est la raison pour laquelle il a reçu à Paris tapis rouge. Et M. Macron essaye de faire la même chose maintenant à Gaza. Emmanuel Macron doit sa carrière au Rothschild. Son logiciel, c'est fusion-acquisition. Il n'a jamais perdu ce logiciel. Il est resté un businessman et là, il est en train de travailler pour ses propres amis. Je n'en dirai pas plus. Et tout ça, cette gabegie, ce macronisme idéologique, contraste violemment avec une économie qui s'effondre comme jamais. Et l'ancien banquier d'affaires Marc Fiorentino l'a rappelé sur BFM TV. L'Europe est en train d'être déclassée vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Bon, ça, c'est une évidence. Et nous, à l'intérieur de l'Europe, mais je ne sais pas, on n'a pas conscience du déclassement qu'on est en train de subir. Alors, je sais que c'est la tarte à la crème, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ok, mais il n'y a pas que ça. On est aujourd'hui en train de flinguer ce pays. On n'est même plus à la croisée des chemins, on a basculé. Et c'est-à-dire que si on ne prend pas des mesures radicales qu'on ne prendra pas, parce qu'on n'a pas les bons politiques et parce qu'on a une opinion publique qui ne comprend pas qu'elle est en train de creuser sa propre tombe. Voilà, et en attendant la banqueroute, je vous dis à la semaine prochaine, chère Liselotte. Merci Louis.